Pourquoi est-ce qu'on nous parle autant de crash économique ces derniers mois et quel impact ça pourrait avoir sur Bitcoin et les crypto-monnaies? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Bienvenue les Future Whales dans la pilule du coup de la semaine. On va voir effectivement ce qui s'est passé concrètement et où est-ce qu'on en est. On va faire un gros point sur la partie macroéconomie. Donc abonne-toi et active les notifications pour ne rien louper. Tu as toujours Liberty Start pour obtenir ta liberté financière en 5 ans. C'est gratuit, c'est dans la bio, profites-en. Donc on va faire un petit point du coup sur ce qui s'est passé cette semaine. Donc au niveau pour le coup des performances, on a une légère progression de Bitcoin et Ethereum. Là, on a un petit rebond du coup depuis hier qui est assez intéressant, mais globalement, on va le voir, on a quand même les deux gros kings qui, encore une fois, ont continué vraiment d'en profiter dernièrement, c'est-à-dire BTC et Ethereum. Il y a toujours cette amplification des fameux meme coins. On avait déjà parlé également de l'arrivée du coup des coûts de transaction sur et des inscriptions qui est en train d'exploser à la hausse, notamment sur Bitcoin déjà la semaine dernière. On avait déjà parlé depuis des semaines et des semaines des meme coins. C'est en train de se calmer sur les meme coins et on va le voir aussi parce qu'on est en train d'avoir également une redondance des différentes liquidités par exemple. Pourquoi je vous dis ça? Parce que justement, alors ça a un peu aussi évolué dernièrement, mais on a notamment BSV, alors là je suis sur la semaine, donc c'est pareil, c'est pour ça que PP a continué de monter notamment, mais on a PP qui a bien corrigé. D'ailleurs, on a eu un driving au niveau de Twitter qui a provoqué effectivement cette fameuse correction, on va voir pourquoi, mais surtout ce que je voulais vraiment vous mettre en lumière, c'est que ce qui se passe, c'est qu'on a des liquidités qui étaient focus effectivement sur des narratives de BTC et Ethereum parce qu'on augmente les fees et du coup, qui dit plus de transactions dit effectivement une narrative qui simplifie pour les deux kings, donc BTC et Ethereum. Sauf que on a vu également des liquidités cette semaine commencer à se disperser sur entre guillemets les fameux clones de ces deux kings-là, donc qui sont les clones de BTC et de Ethereum. Et bien on a toutes les copies justement du BTC qui sont principalement les plus grosses, le BSV et BCH. On avait également ETC qui est une copie également d'Ethereum, donc ce sont des forks. En gros, il y a eu des désaccords au niveau de la communauté qui ont fait que ça s'est séparé. Et en gros, aujourd'hui, ils sont considérés effectivement comme des copier-coller de BTC, mais en version Wish, pour vous faire simple, effectivement, de BTC et d'Ethereum. Et dernièrement, on a eu cette fameuse rotation des liquidités, donc du fameux King PP. On a eu plein de copies de PP. Donc, à partir du moment où les kings d'un marché commencent vraiment à ralentir et qu'on se disperse dans le clone d'Intel parce que tu comprends, il a fait du buzz, là, on commence vraiment à rentrer dans les zones risquées. Et ça, on le voit à chaque fois, c'est cyclique dans les marchés. Donc attention par rapport à ce mouvement des mêmes coins, que ce soit sur Bitcoin ou également du côté d'Ethereum avec le fameux PP et autres, parce qu'on arrive vraiment dans un transfert de liquidité, on arrive vraiment sur cette deuxième phase de risque qui est déjà en train d'être engagée. On va refaire un point du coup sur la semaine. Petit lancement de suite, donc j'en avais parlé, moi j'ai fait des beaux gains aussi, pareil je me suis fait un petit revenu passif tranquillement pendant un an, on va voir combien ça rapporte au fur et à mesure, mais actuellement j'ai déjà rentabilisé tout mon investissement et là pour le coup, encore une fois c'était accessible à tout le monde et vous avez vraiment des très très belles sommes à aller chercher. Donc si malheureusement vous n'en avez pas profité, soyez un petit peu plus assidus si vous voulez vraiment chercher les belles sommes, parce que là il y a quand même un coût de $2000 x2 à aller chercher assez facilement. Et moi par exemple j'ai posé $1000 et j'ai déjà rentabilisé mes $1000 et j'ai 12/13e de cet investissement qui n'est que du bonus. Donc c'est quand même assez intéressant mine de rien. Petit crash bancaire, ça on commence à avoir l'habitude maintenant. Attention sur SUI, on a encore de la marge, vous le voyez ça va être plus ou moins du coup vers octobre, mais au niveau de la libération ça va être violent pour le coup vers octobre-novembre. Donc attention par rapport à ça, il se peut qu'on imprime au max, donc ça peut faire des dégâts aussi sur le prix token. Et d'ailleurs entre temps ça induit le fait que justement on ait potentiellement facilement des manipulations à la hausse sur le token, ou même à la baisse pour potentiellement la suite à la hausse également. Bref, on peut avoir pas mal de manipulations parce que qui dit très peu de SUI en circulation, dit facilement effectivement orientable au niveau du prix. Donc à prendre en compte. Donc il a quand même bien pump, bien poussé. Moi pour être honnête, j'avais revendu la plus grosse partie que j'avais et là j'ai vu qu'il faisait aussi un rebond sur SUI. Donc assez intéressant mine de rien à suivre tout ça. Attention effectivement notamment à la token economics, donc à l'économie globale de Optimism. Elle est dégueulasse celle d'Optimism, je vous le dis. Je crois que c'est un des pires tokens que j'ai vu dernièrement. Elle est absolument infâme la token economics de Optimism. Et puis en plus au niveau des Layer 2, à mon sens, il y a plus pertinent. Donc attention par rapport à celui-ci. Au niveau du dollar, donc épaule, tête, épaule, donc c'est un signal qui est baissier. Est-ce qu'on va vraiment aller chercher la target théorique qui nous amènerait extrêmement bas? Je vous le dis, je ne suis pas convaincu. Par contre, est-ce que si on la casse à la baisse, donc on casse un petit peu là au niveau des 100 points
qu'on ait une grosse impulsion baissière et qui serait favorable aussi pour nous sur la crypto, bien évidemment. Donc il faut vraiment pas négliger ça, et ça pour le coup ça pourrait être effectivement l'occasion d'avoir une belle continuation d'excès à court terme sur la crypto, toujours avec cette fameuse narrative du scénario 2019. Les fameux meme coins du coup sur le réseau Bitcoin qui sont en train de pump et qui là avaient un petit peu corrigé, à voir comment ça évolue, mais c'est vrai qu'au niveau des datas, au niveau des inscriptions, je l'ai mis également juste à côté, on le verra juste après, quoique je peux le mettre là maintenant tout de suite, on a eu une réelle explosion également sur les inscriptions, mais là depuis effectivement les 2 derniers jours, ça s'est un petit peu calmé, donc à voir si ça continue de pousser, mais pour l'instant on est un petit peu en train de corriger, et ça vient exactement porter et soulever ce que je vous expliquais juste avant avec les BCH et les BSV, où on arrive vraiment sur cette deuxième phase de transition du cycle qui effectivement arrive sur la fin entre guillemets de ce cycle-là, à voir si on a des vrais rebonds, mais pour l'instant, attention parce qu'on rentre vraiment dans une deuxième phase de risque par rapport à cet effet de mode. On avait d'ailleurs une belle congestion au niveau de Bitcoin. Alors tout va bien pour ceux qui se posent la question sur Bitcoin actuellement, c'est juste qu'on a des frais importants et du coup ça dérange parce qu'effectivement dans les pays qui ont beaucoup moins de moyens, payer 2 $ ou payer 20 $, pour eux c'est pas du tout la même chose. Donc pour nous, quand on est entre guillemets dans une situation de pays riches, entre guillemets, c'est pas gênant, absolument pas. Bitcoin va très bien, c'est juste qu'effectivement, si ça se réitère par la suite, on peut avoir des grosses congestions et ça peut quand même poser certains problèmes de manière globale pour le point de vue économique. D'un point de vue Ethereum, alors je vais juste revenir effectivement sur ce qui s'est passé par la suite, on viendra et finira par Ethereum là-dessus. Attention, juste un petit disclaimer aussi avec les sources que vous privilégiez. Il y a beaucoup de personnes qui vont vous pousser dans le piège du marché, qui vont inciter des fois effectivement à racheter sur les points hauts et à être calme effectivement quand on est sur des points effectivement qui sont plus bas et à attendre entre guillemets des zones comme par exemple les fameux 10 000 $, les fameux 12 000 $ qu'on n'a absolument pas eu et qui étaient assez évidents. Donc attention, petit disclaimer par rapport à ça. Signal d'alerte, donc après une fois par rapport aux news, on a toujours des news extrêmement positives pour l'écosystème. Ça, je veux dire, depuis 2020, c'est acté, on en a toutes les semaines, ok, ça c'est cool. Par contre, attention, effectivement, parce qu'on a de plus en plus de risques par rapport à la partie bancaire. Donc là, effectivement, on avait des pertes latentes. Qui dit pertes latentes ne dit pas forcément validées. Le problème, c'est que si on est forcé de les valider, ça peut faire des dégâts. Et on a déjà eu pas mal de crash bancaires dernièrement. Et d'ailleurs, ce qui m'a vraiment inquiété quand j'ai vu ça, petite publicité, donc de la BCE sur Instagram en plus, tu demandes déjà ce qu'ils font là potentiellement, et en plus ils te disent la stabilité c'est notre métier. On l'a vu historiquement que ce soit crypto, FTX, Luna ou même macroéconomie, à chaque fois qu'on me dit vous inquiétez pas, tout va bien, oui, bien sûr, it's fine, tout va bien, t'inquiète pas, et au final on voit les dégâts à chaque fois, donc attention par rapport à ça, et ça commence vraiment à puer de plus en plus. Chiffre d'inflation, on attendait 5%, au final, on a 4,9. Donc là, ouf, on respire un petit peu, mais effectivement, attention par rapport au graphique. On avait une fameuse d'ailleurs épaule, tête, épaule sur Bitcoin. On va revoir ça en détail. Est-ce qu'on va la casser à la baisse ou pas? Attention, parce qu'on ne va pas forcément la casser. On a toujours nos fameux supports qui sont juste en dessous au niveau, c'est toujours les mêmes, 26,5 et 25 200. Donc tant qu'on ne vient pas aux approches de ceci, écoutez, pour l'instant, on résiste et je vois pas de raison effectivement d'aller plus profondément que ça. Donc à voir si on casse déjà cette fameuse épaule, tête, épaule pour du coup aller chercher plus bas, mais pas forcément. Parce que de une, déjà effectivement, on a les chiffres de l'inflation qui sont assez positifs. Je reviendrai sur les dot plots juste après, c'est sur la macroéconomie. Mais surtout, d'ailleurs, vous le voyez, on est en train de rebondir, donc on a cette petite trend. Donc je veux vraiment qu'on casse cette trend là, en rouge, qui est juste ici, à la baisse, pour vraiment la break. Si on ne clôture pas en dessous, pourquoi je viendrai valider. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que souvent, les gens attendent de se dire « Ok, moi, je vais racheter ici, je suis le plus malin. » Au final, le marché, il descend juste ici et il remonte sans laisser, du coup, la porte d'entrée aux personnes qui attendent des zones de rechargement assez intéressantes. Au final, tout le monde finit par courir sur des zones, du coup, de prix qui sont de plus en plus hautes. Ils n'arrivent pas à rentrer, le marché, il monte. Ils ont voulu rentrer, encore une fois, ici, et au final, ils rentrent jamais. Je vous le schématise, ça peut être plus bas, d'accord, mais globalement, il y a toujours un narratif qui va pousser à ce qu'on aille plus bas. À chaque fois, les gens courent après dans le train et au final, ils se retrouvent tous à racheter ici parce que tu comprends, c'est trop euphorique, il y a trop de gains et au final, le marché derrière corrige. Donc attention par rapport à ça et à mon sens, ça va extrêmement dans le sens justement de la macroéconomie. Je vais expliquer justement pourquoi. Je finis juste avec le comparatif de la fameuse petite épaule, tête-épaule qu'on avait d'ailleurs exactement sur le même ressemblance de marché. C'est-à-dire que là, on avait déjà comparé plein de fois. Retournez si vous avez besoin sur les graphes, sur les vidéos, etc. J'ai partagé 150 000 fois. La comparaison, effectivement, avec le cycle de 2019. Et vous voyez qu'est-ce qui se passe actuellement. On a bien une petite épaule
une tête juste ici et une petite épaule où on vient clôturer juste au-dessus, on ne la confirme pas et derrière on repart à la hausse. Là, qu'est-ce qu'on a? Pareil, si je reviens actuellement, alors step by step, eh bien, on a bien effectivement le même mouvement où on a bien une petite tête, une petite trendline qui est juste ici. On vient faire effectivement donc une épaule, une tête, une épaule. On clôture au-dessus comme on a fait précédemment. Donc là, vous avez vu qu'elle est légèrement inclinée par rapport à celle qu'on a eue précédemment sur 2019. Mais on revient exactement sur les mêmes temporalités qu'on a eues. On a bien l'épaule, tête, épaule au même endroit avec cette comparaison. Donc, est-ce qu'on ne viendrait pas justement chercher un petit excès encore juste au-dessus et là, on a un coup de la macroéconomie qui vient nous écraser? C'est le scénario tout à fait pertinent que je souligne depuis déjà janvier et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc à voir si tout se passe comme prévu, je serai prêt à m'adapter si effectivement le marché change entre temps et je serai à l'affût là-dessus, mais pour l'instant on est exactement sur ce mood là et c'est déjà depuis janvier que j'en parlais. Et quand je vois qu'effectivement on arrive à la fin de ce deuxième niveau de risque sur l'effet de mode qui est actuellement, je me dis ok, on est potentiellement aussi proche d'une correction, donc prudence par rapport à ça. Par rapport au même coin, pourquoi je dis qu'il y a une accélération et qu'à mon sens, on est également dans une deuxième phase corrective? Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a une vidéo qui a été postée sur Twitter, donc c'était le 6 mai, donc ça commence à dater un petit peu mine de rien, et il nous montrait comment programmer un meme coin en 27 secondes. Autant vous dire qu'il y a eu une explosion des personnes qui sont amusées à programmer des meme coins, et à partir du moment, c'est toujours pareil, les lois de l'offre vs la demande, à partir du moment où il y a trop d'offres parce qu'on crée trop de meme coins, eh bien la demande est déséquilibrée, donc forcément le prix chute. Donc attention par rapport au meme coin, parce que là on est plus dans une continuation de phase descendante à cause justement de ce genre de process qui a été partagé directement, où tout le monde se met effectivement à faire des meme coins, un peu comme tout le monde s'est mis par exemple sur début 2022 à faire des NFT ou fin 2021 à faire des NFT et on a vu le résultat derrière, il y a eu des beaux dégâts sur l'instant T. Donc bien évidemment que tôt ou tard il y aura de nouvelles opportunités sur les meme coins, mais à mon sens on est plus sur le début de la phase corrective qu'autre chose par rapport à celui-ci. Je reviens sur la macroéconomie, on va revenir un peu sur les termes globaux, mais là pour l'instant, écoutez, on est toujours RS, assez positif du coup au niveau des chiffres de l'inflation, il faudra suivre, mais surtout je voulais revenir effectivement sur les dot plots. Avant, je vais juste revenir sur les dominances par rapport aux altcoins. Vous avez vu, on avait dit sur ce ratio-là, si ça monte, Ether prend de la force par rapport aux altcoins, Ethereum vs Other. Résultat, on n'a même pas eu de cette correction qu'on aurait pu potentiellement avoir parce qu'on avait effectivement une divergence qui est toujours présente ici, vous avez vu, et encore on est en train de la break, vous voyez. Donc on est carrément en train d'annuler ce signal-là, et du coup, donc plus, si on l'annule, on n'a même plus de correction, enfin, on n'a même plus de raison effectivement de venir corriger, on peut très bien effectivement continuer de pousser comme ceci, et pourquoi pas aller chercher carrément plus haut effectivement au niveau d'Ethereum, et puis après avoir effectivement comment on exécute. Vous avez vu, là on parlait de la reprise de force d'Ethereum, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et d'ailleurs, pour revenir justement sur Ether, pour clôturer là-dessus par rapport à Ethereum, on a toujours plus effectivement d'Ethereum qui sont stakés. Alors oui, le jour de la mise à jour, on a eu une légère baisse au niveau d'Ethereum stakés, donc qui sont en rouge au niveau de la courbe, mais vous le voyez, là ça n'a jamais été horizontal qu'auparavant, d'accord? Vous voyez là, la courbe ascendante, elle a vraiment été jamais aussi horizontale ou parabolique, si vous préférez le mouvement, que ce qu'on a eu précédemment. Donc on a eu un intérêt particulièrement fort, d'autant plus ces derniers jours, sur Ethereum. Et c'est déjà ce que vous avez souligné déjà il y a pas mal de temps, on a des frais qui sont totalement historiques en ce moment sur Ethereum. Donc plus on a de frais, plus on a de meme coin, et d'ailleurs, c'est mon avis personnel, vous faites ce que vous voulez, mais je sous-estime clairement, je suppose clairement, effectivement, certaines baleines du marché à s'amuser justement à créer ces meme coins pour faire monter un max les frais. Comme ça, on envoie encore une fois les particuliers au mauvais endroit. Et de notre côté, nous, on investit un maximum dans Ethereum. On brûle au max d'Ether. Là, on arrive vraiment sur des niveaux qui sont vraiment très importants. Et vous avez d'ailleurs le détail depuis la mise à jour du merge, donc depuis septembre 2022. Vous avez vu à quel point ça a explosé. Et donc là, plus ça explose, plus on brûle de Ethereum et plus du coup on brûle d'Ethereum. Plus Ethereum est rare et plus il a tendance à prendre de la force. Et c'est justement ce qui se traduit par rapport aux altcoins, parce qu'on a eu effectivement cette fameuse, entre guillemets, shitcoin season, cette même coin season, mais justement, si les altcoins prennent de la force, on aurait dû avoir une correction sur ces ratios-là, ce qui n'est même pas le cas. Donc on a vraiment une surpuissance, entre guillemets, pour le coup d'Ethereum. BTC, pour l'instant, horizontalement, donc c'est toujours pas ça. Par contre, le ratio Ethereum, lui, est extrêmement intéressant et encore plus bullish pour le coup que BTC, bien qu'on ait toujours ce fameux signal du gros W, donc RS au niveau de la dominance, on n'a pas de perte, alors que pour autant on avait une fameuse altcoin season, ou plutôt même season actuellement, ou shitcoin season si on préfère, effectivement, mais c'est pas parce qu'on a plein de capitaux qui partent
dans la même coin, que pour autant les King, Ethereum et BTC, c'est ce que je disais au début de la vidéo, sont pour autant en train de perdre de la force, d'accord? Donc ça c'est vraiment pas négligé, et à mon sens le grand gagnant de tout ça, c'est surtout Ethereum, parce que justement on est en train d'en raréfier effectivement l'offre, et donc qui dit plus rare, dit effectivement valorisation qui a tendance à pousser. Au niveau des effets de levier, on a beaucoup de personnes qui misent à la hausse sur Bitcoin, donc attention. On a également, pareil, mine de rien, là, un petit inversement sur les altcoins de manière globale. Cependant, attention, parce qu'en termes de data, donc c'est ce qu'on appelle les fundings, c'est qu'en gros, effectivement, on a de plus en plus de personnes qui vont être payées, là, pour le coup, pour miser à la hausse, ce qui, historiquement, effectivement, va être quand même assez intéressant. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il y a plus de personnes qui sont en train, à court terme, de miser à la baisse. Et donc, encore une fois, en général, le marché a tendance à faire l'inverse que ce que effectivement les masses attendent. Cependant, quand on voit l'historique, attention, c'est pas parce qu'on est un peu dans le négatif dans ce qu'on appelle effectivement ces fameux funding, donc c'est au niveau des frais effectivement d'exécution, qu'on est forcément effectivement sur les points bas parfaits, qu'on peut encore effectivement continuer de descendre aussi, donc on peut appuyer la chose. Cependant, on l'a vu, toujours il faudra vraiment se référer sur Bitcoin, en tout cas par rapport à cette fameuse épaule, tête-épaule par rapport à celle-ci, parce que vous l'avez vu, on l'a comparé en 2019, on était vraiment sur ce comparatif. On était effectivement juste ici et qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas validé, on a cassé un excès de plus à la hausse. Et donc pourquoi on viendrait corriger, et je finirai là-dessus sur la partie de la macroéconomie, justement parce que dans le Telegram justement public, il y a dans la bio si besoin, c'est Secret Pile pour obtenir encore une fois les bonnes informations de manière journalière. Je vous ai partagé le dot plot. Le dot plot c'est quoi? En gros c'est le niveau idéal qu'on devrait estimer pour les taux directeurs. Donc les taux directeurs, vous savez, c'est quand on fait la hausse des taux. Dernièrement, on est passé entre 5 points et 5,25. Donc c'est exactement le niveau où on en est. Et donc le graphe, il nous dit quoi? Il nous dit que depuis l'estimation du 22 mars, le niveau idéal estimé, c'est justement le niveau sur lequel on est. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, par rapport à celui-ci, au niveau de la hausse des taux, on est sur le niveau idéal, d'accord? En termes de top de marché. Et historiquement, ce qui s'est passé, alors là, j'ai pas trop m'étaler pour pas y passer non plus 140 ans, mais pour faire très simple, et n'hésitez pas si vous avez besoin en DM, etc., si vous avez du mal à approfondir, nous on le détaille, on l'a détaillé, ça on a fait déjà l'analyse depuis plusieurs mois qu'on a vraiment anticipé le coup, mais ce qui s'est passé c'est que là vous avez la hausse des taux, d'accord? Donc là on a un contenu de montée, et donc effectivement, si on est vraiment sur cette estimation et que cette estimation est bonne, on va avoir plus ou moins une stabilisation de la hausse des taux, ok? Et derrière on vient corriger. Et historiquement, quand on a eu ces corrections sur les hausses des taux, okay, si je vous mets d'ailleurs la comparaison avec le chômage, on a d'ailleurs une très belle corrélation entre la baisse des taux directeurs, donc que vous avez en orange, donc je supprime effectivement cette partie-là. Là, c'est ce que vous avez en orange, c'est purement pour le coup la hausse des taux, d'accord? Si vraiment même je m'amusais à enlever effectivement les différentes parties, on a vraiment les taux directeurs. Plus c'est haut, plus ça veut dire qu'on a les taux directeurs qui sont hauts, et plus ça baisse, plus ça veut dire qu'on les a baissés. Et en fait, les grosses corrections de marché d'un point de vue macroéconomique, elles ont vraiment tendance à arriver à chaque fois sur les phases de redescente de la hausse des taux, d'accord? Donc, je vous ai corrélé plusieurs graphiques. C'est un peu technique là pour le coup, je vous avoue. N'hésitez pas en DM si vous avez besoin, ou même dans les commentaires de la vidéo YouTube si vous trouvez que c'est un peu plus technique, ok? Et si besoin, on réapprofondira sur la prochaine vidéo. Mais pour faire simple, vous avez vu que c'est extrêmement inversement corrélé, c'est-à-dire que là, à chaque fois qu'on vient chercher le plus haut, on a en blanc, donc ce sont les chiffres du chômage qui sont au plus bas, et inversement, chiffres du chômage au plus haut, on a à chaque fois quasiment le plus bas. Pareil, plus bas, plus haut, plus bas, plus bas, plus haut, plus haut, plus bas, vous avez compris, c'est à chaque fois l'inversement corrélé. Nous, ce qu'on veut voir pour vraiment rééquilibrer l'économie, c'est un chiffre du chômage qui explose à la hausse, d'accord? Donc là, on est sur les points, encore une fois, historiquement bas. Et ce qui est encore plus intéressant, et ça justement, c'est ce que je disais, le fameux point qu'on a déjà analysé avec les membres en interne d'un comité privé, du coup Statera Invest, depuis déjà des mois, c'est qu'en fait, les plus bas de crash, donc les bottoms, les points les plus bas sur le crash économique, notamment sur le SP500, à chaque fois, ils ont lieu entre le top, effectivement, donc l'avant-correction de la hausse des taux, donc des taux directeurs, et le point le plus haut est quasiment du coup corrélé avec le point le plus bas de la hausse des taux également, mais le point plus haut également du chômage. Donc en gros, j'ai corrélé à chaque fois le top au niveau des taux directeurs et le top au niveau du chômage qui nous donne le point vert et le point rouge. Et à chaque fois, vous pouvez comparer, vous allez voir que les datas, c'est extrêmement impressionnant. C'est qu'à chaque fois, le plus bas de marché, c'est un point de vue macroéconomique, il a toujours lieu entre les deux. Donc des fois, légèrement décalé, mais vous allez voir, d'un point de vue statistique, c'est à chaque fois, toujours, à chaque fois, exactement entre les deux. Donc c'est plus ou moins décalé, comme je vous le dis à chaque fois. Il y a des fois, c'est légèrement
des fois c'est au début, des fois c'est à la fin, des fois c'est au milieu, etc. Mais à chaque fois, on a le plus bas d'un point de vue macroéconomie là-dessus entre ces deux données. Donc en gros, ce que je vais attendre, c'est ma fameuse phase de correction juste ici. Et après, je vais attendre effectivement que les chiffres du chômage effectivement remontent à la hausse du coup juste derrière. Donc c'est l'inverse, celle elle est en rouge, donc elle est en verte. Et donc à chaque fois, je vais me dire ok, là je sais que je rentre dans un point où statistiquement j'ai toujours eu mon plus bas de marché. Donc je vous le dis, il ne faudra pas être trop gourmand parce que ça risque aussi de repartir potentiellement très vite. La crise économique peut vraiment être très grave, mais là vous comprenez cette extrême corrélation et vous le voyez, vous avez des dates depuis 1958. Depuis 1958, on n'a pas dérogé à la règle. D'accord? Donc ça, c'est pépite de ouf. Ça, ce que je vous donne tout de suite. Là, ne négligez vraiment pas ça, parce que j'ai vu absolument personne en fait sur le marché. Je l'ai analysé par moi-même, je l'ai cherché par moi-même. Ça fait déjà des mois qu'on l'a partagé également aux membres dans la communauté privée. Mais je vous le dis, ça, cette statistique, pour l'instant, elle est imparable. Il n'y a pas une seule occurrence où justement on n'a pas réitéré la chose. Donc, bien évidemment, ça peut avoir moins d'impact sur le marché crypto parce que oui, effectivement, quand on voit les stats, il y a des chances qu'on ait aussi beaucoup d'impact. La question, c'est quand est-ce que ça va arriver? Parce qu'entre-temps, le marché crypto, comme je vous l'ai expliqué, il peut très bien continuer de faire un excès et puis bam, tiens, on a une hype qui arrive sur le marché crypto et malheureusement, on a la macroéconomie qui vient pousser trop fort dû notamment à cause de la macro et notamment du SP500 qui vient appuyer et puis bam, on refait au final et on réitère exactement ce qu'on a eu potentiellement en 2019, d'accord? Par exemple, hop, on a un coup de hype, un coup d'excès, et là, la macroéconomie qui vient nous bâcher effectivement sur Bitcoin. Et là, autant vous dire qu'on va forcément avoir tendance à amplifier et continuer à amplifier Ethereum et Bitcoin et les altcoins qui vont continuer de prendre cher. Et c'est notamment pour ça que je vous le dis et on le dit avec les différents experts de la communauté. Attention aux altcoins, ça fait des semaines, ça fait des mois parce que justement, on avait déjà compris ça avec justement cette corrélation de la macroéconomie, du fameux crash et qui étrangement pourrait pousser justement un trap, donc un piège idéal au niveau du marché crypto. Donc méfiez-vous dans le sens où je pense qu'en réalité, il y a moyen que BTC et Ethereum l'encaissent assez bien et qu'au final, à partir du moment où ça remonte assez vite. Mais attention par rapport à ça parce que là, ça va être le prétexte idéal pour, attention, ça va descendre plus bas, on va aller chercher les fameux 10 000 $ qu'on n'est pas du tout allé chercher déjà précédemment, pareil, c'est même narratif, donc là ça peut être les 20 000 $, on verra en fonction de quand ça arrive exactement, on a encore un petit peu de marge par rapport à ça, mais attention parce qu'on s'y rapproche de plus en plus, et là vous avez vu les datas, c'est extrêmement puissant en termes de corrélation, donc ce n'est pas une boule de cristal, mais profitez-en de cette compréhension-là. N'hésitez pas à mettre des commentaires si c'est trop technique pour vous. Si vous avez besoin de détails, on réapprofondira, mais je vous le dis, là, l'occurrence au niveau de la macroéconomie, elle est particulièrement puissante, donc je verrai bien un petit excès sur le marché crypto encore pour corriger derrière à cause de la fameuse macroéconomie. Donc affaire à suivre, on se retrouve du coup la semaine prochaine. Vous avez toujours Liberty Start en bio, vous avez également le canal Telegram où je vous tiens au courant de cette évolution-là justement au jour le jour. On se dit justement à la semaine prochaine les Future Whales et je vous invite bien évidemment à vous abonner et activer les notifications pour la semaine prochaine.